Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alchimipsy. Aujourd'hui, moi, Founder, vais vous présenter une vidéo qui fait suite à une vidéo sortie en 2023 où je vous ai présenté le métier de scénariste. Et aujourd'hui, on va s'intéresser non plus au métier mais au matériel du scénariste, donc le scénario. Donc à travers cette vidéo, on va revenir sur pas mal de points qui définissent un scénario. Donc d'abord une définition plus globale, un peu l'origine du mot, ensuite ce qu'on est censé retrouver dans un scénario, la mise en page classique, bien que apprendre avec des pincettes, puisque forcément il y en a qui vont revisiter un peu le scénario à leur manière, mais globalement les codes qui existent pour un scénario. Du coup on va voir un peu tout ça dans cette vidéo. Du coup, le scénario est tout simplement un document créé par des scénaristes, hein, ça c'est le truc le plus simple à deviner. Et un scénario du coup sert à décrire les événements et les situations qui apparaissent dans une œuvre audiovisuelle. Le mot audio et visuel sont extrêmement importants, on va revenir dessus plus tard. Le scénario peut être utilisé pour différents supports, soit les longs métrages, les courts métrages, les téléfilms, séries télé, donc quand même tout ça assez proche, les documentaires, les clips pour la musique, hein, forcément des fois il y a des petits scénarios à l'intérieur. Si vous regardez sur ma chaîne cinéma, on en retrouve de temps en temps avec certains groupes. La publicité, hein, toujours des mini-scénarios. Bon, les pubs de télé sont vraiment nuls à chier, mais il y a quand même une écriture derrière, hein, malheureusement. Les films d'animation, bien entendu. Les jeux vidéo, alors ça c'est moi qui l'ai rajouté, mais effectivement, depuis pas mal d'années, hein, on a tous les jeux vidéo style The Last of Us qui possèdent très clairement des scénarios à travers les cinématiques. Voilà. Et le scénario peut être original, donc venir d'une histoire juste inventée par le scénariste, euh, ou adapté d'une œuvre. Là, pareil, j'ai rajouté mon petit grain de sel dans la définition, c'est qu'ici disait d'une œuvre, surtout eux ils pensaient œuvre écrite, ce qui est vrai, hein, la plupart des adaptations proviennent de romans, de BD, de comics, bref, de contes, de romans, enfin bref, mais il faut pas oublier non plus que de plus en plus le scénario adapte l'audiovisuel. On pense avec les remakes, hein, les remakes, c'est de la réadaptation d'une ancienne œuvre, c'est une réécriture d'une ancienne œuvre, un remake. Et on pense aussi aux adaptations de jeux vidéo qui prennent de plus en plus d'ampleur depuis pas mal d'années. Voilà. Il y en a qui vont peut-être parler d'animé et tout, mais un animé à la base est une adaptation d'un manga. Donc voilà, en général c'est plus le manga qu'on réadapte plus que l'animé, mais après ça dépend de quel point de vue on se place. Voilà. Du coup, l'origine du mot scénario provient de l'italien, et le mot est très simple, c'est scénario. Alors, je pense qu'il se prononce autrement, hein. Mais en gros, le mot scénario en italien signifie décor théâtral et était surtout utilisé par la commedia dell'arte. Voilà. En ce qui concerne la France, du coup, le mot a été utilisé pour la première fois en France par Georges Méliès en 1904, donc il y a 114 ans, si je dis, ouais, si je calcule bien. Voilà, le mot est paru pour la première fois il y a 114 ans en France, par Georges Méliès. Voilà. Et en Angleterre, on utilise plus les termes de screenplay ou de script. Et je pense que voilà, on connaît tous plus le terme de script. D'ailleurs, le terme de script qui est très utilisé aussi dans le monde du catch, puisque effectivement, on utilise des scripts, donc des scénarios, pour écrire les histoires des catcheurs, soit entre eux, soit tout seul. Voilà, à travers les promos, à travers comment ça s'appelle, les segments, voilà, enfin tous ces trucs-là ont des scripts derrière, donc des travaux écrits. Mais dans cette vidéo, on va surtout voir le support qui sert au film. Voilà, je préfère le préciser. Quand on va parler de code et tout ça, c'est surtout
le code enfin, le scénario qui sert pour le cinéma. Très certainement pour les séries télé, ça doit être le même principe, mais j'imagine bien qu'un scénario pour une pub, pour un clip télé, pour un documentaire peut-être, pour un jeu vidéo, s'écrit avec des codes un peu différents. Mais nous, on s'intéresse vraiment à ce qui concerne l'univers du cinéma. Du coup, à l'époque des films muets, les réalisateurs, eux, n'utilisaient pas de scénario, tout simplement parce qu'eux, ils se disaient vouloir photographier la réalité et ne pas forcément écrire d'histoires complexes. Donc, faut bien se dire qu'à une certaine époque, le scénario, ça n'existait pas, ou pas aussi intéressant et poussé qu'après cette période-là. Du coup, l'un des tout premiers films à utiliser un scénario s'intitule Les victimes de l'alcoolisme, réalisé en 1902 par Ferdinand Zecca et qui était une adaptation de L'Assommoir d'Émile Zola. Donc voilà l'un des tout premiers scénarios qui a été écrit pour l'univers du cinéma. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, le scénario a pour objectif de décrire des événements et des situations d'un film pour toutes les personnes qui travaillent dans le monde du cinéma. Enfin, qui vont travailler sur le film en question. Bah, vraiment, là, on va dire, à chaque fois, on va parler de film, ça va être beaucoup plus simple. Euh, notamment cela parce que le scénario va donner beaucoup d'indications importantes sur différents points. Je vais donner quelques exemples. Mais par exemple, pour les décorateurs, on va avoir des petites indications concernant le lieu. Voilà, on va dire est-ce qu'on est en intérieur ou en extérieur, quels éléments importants il y a dans la pièce si on est dans une pièce. Bref, des choses comme ça qui vont aider les décorateurs à créer le décor. Va aussi y avoir des indications sur le temps. Est-ce qu'il fait nuit? Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'on a un éclairage naturel, un éclairage non naturel, donc avec des LED ou des trucs comme ça. Du coup, là, qui vont plus servir à ceux qui gèrent la lumière sur le tournage. Il y a des indications de jeu pour les acteurs, pour dire est-ce que là je suis en colère, est-ce que je suis triste, est-ce que je dois apprendre, est-ce que je dois faire telle action, quoi que ce soit. Enfin bref, à qui je m'adresse. Et il y a aussi des indications de plan pour que le réalisateur sache quel plan utiliser au moment de filmer. Ou encore il y a des indications de montage. Alors ça c'est peut-être un peu moins courant, mais il en existe pour expliquer au monteur est-ce que là on est dans quel genre de scène on est, est-ce qu'on est sur un flashback ou sur une scène un peu classique hein, dans le temps présent, est-ce qu'il y a un fondu de telle manière, enfin bref. Il y a des indications pour que le monteur puisse plus facilement monter le film également. Un petit détail intéressant, c'est que le scénario reste assez proche en termes d'écriture qu'une pièce de théâtre. Parce que quand on lit des pièces de théâtre, on le sait, on a les personnages, on a à travers les didascalies des petites indications sur la scène, sur bah tiens, qu'est-ce qu'on est censé voir dans la scène, les costumes qu'on voit un peu, ou des fois les didascalies permettent aux acteurs de savoir comment jouer leur texte. Ça permet aussi de savoir sous quel ton parler, des trucs comme ça. Et du coup, c'est vrai que quand on entend ce que j'ai dit juste avant, on se dit, bah tiens, les deux sont relativement proches. À une nuance près, c'est que la pièce de théâtre met beaucoup l'accent sur le dialogue. Effectivement, quand on lit une pièce de théâtre, c'est ce que moi je trouve le plus agréable, c'est que c'est quasiment que du dialogue. Il n'y a pas tant que ça de description, et du coup, il y a beaucoup de dialogue, et tu découvres toute l'histoire à travers le fait que les gens y parlent. Parce que du coup, il y a un style d'écriture que moi j'aime beaucoup. Alors que lui, le scénario va mettre beaucoup plus l'accent sur la description et la didascalie. C'est pour ça que, comme je le mentionnais sur la vidéo sur les scénaristes, c'est que des fois sur le scénario, pour écrire des dialogues, on fait appel à des dialoguistes, qui eux sont spécialistes du dialogue, et du coup vont aider les scénaristes à bah, écrire le dialogue en lui-même. Euh, c'est pour ça qu'il faut bien garder la nuance en tête. L'un s'intéresse beaucoup plus au dialogue, donc la pièce de théâtre, tandis que l'autre, le scénario, s'intéresse plus à la description qui va aider les professionnels à faire leur travail. D'où le fait que des scénaristes soient pas réellement
doué pour écrire le dialogue parce que c'est pas l'essentiel du scénario. De plus, l'écriture d'un scénario est différente d'une œuvre littéraire puisqu'elle va suivre des documents en particulier afin de donner un document défini ainsi par Tudor Eliade, donc ouvrez les guillemets, une histoire racontée en images, fermez les guillemets. Euh, voilà, moi je trouve que c'est une belle citation parce que effectivement, quand je disais en début de vidéo, retenez bien le audiovisuel, et ben là c'est le cas si on va raconter une histoire en image, donc en visuel. Le but c'est de pouvoir, au moment que les gens vont travailler avec le scénario en main, qu'ils puissent tout de suite visualiser tout ce qu'ils doivent faire en fonction de leur corps de métier. Euh, et pour la partie audio, on reviendra dessus un peu plus tard. Du coup, on va maintenant passer un peu aux éléments d'écriture du scénario. Et on va commencer avec les didascalies. Du coup, les didascalies qui sont utilisées afin de décrire l'action, les personnages et le décor. Bien sûr, on fait ça de manière assez... je veux dire, ça va pas être comme un roman. Dans un roman, les descriptions, ça peut durer si tu prends Tolkien, ça peut durer des pages et des pages et des pages. Bah, c'est pas le but, c'est de montrer l'essentiel d'une scène, ce qui s'y passe et tout ça. Du coup, on y décrit au présent, et c'est bien, c'est important de le dire au présent, des faits visuels et sonores. C'est très très important pour les personnes qui travaillent avec le son. Mais aussi des éléments de montage comme le flashback, les transitions ou encore la lumière si elle n'est pas naturelle. Par contre, les didascalies ne peuvent pas donner d'informations comme la pensée d'un personnage. Encore une fois, on n'est pas dans un roman. Quand on fait un scénario, on est là pour décrire ce qu'on voit et ce qui va aider tout de suite les personnes à jouer. Alors effectivement, pour un acteur, la pensée personnage pourrait l'aider, mais c'est pas le principe d'un scénario. C'est que si la personne veut savoir ce qu'il y a dans la tête de son perso, si c'est une adaptation, bah, il va lire le roman. Et c'est tout. Alors il demande des indications au réalisateur, comment est-ce qu'il voit plus la psyché du perso, mais on n'est pas dans un roman. Le but, c'est pas une œuvre littéraire. Enfin, ça peut être considéré, il y en a qui considèrent ça comme une œuvre littéraire parce que ça reste quand même un travail d'écriture et tout ça, mais c'est pas une œuvre littéraire qui est destinée à être publiée pour être lue, pour prendre du plaisir et tout. C'est avant tout un matériel de travail, le scénario. Donc la pensée d'un perso n'est pas décrite dedans. Et comme je le disais, la présentation est toujours partielle afin de montrer les choses qui sont importantes, mais ne pas non plus faire des tonnes de descriptions. Après, le reste peut venir au moment dès que les chefs décorateurs travaillent sur le projet, de dire bah tiens, on a ça comme élément de base dans le scénario, bah, on peut rajouter tac 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 qui collerait avec. Parce qu'il y a aussi un temps par page. On en reparlera un peu plus tard, c'est très important aussi. Autre chose très importante, c'est le son. Et oui, parce que comme on l'a dit avant, un scénario, c'est un truc voilà, un document écrit. Alors, je suis désolé, vous allez entendre la litière du chat qui est juste à côté. Mais du coup, c'est un travail audio-visuel. Et effectivement, la partie audio, c'est que le scénario, il doit décrire des sons s'ils sont importants. Dans le sens où, par exemple, si vous décrivez une scène qui se passe dans une rue de jour, en pleine ville, on se doute qu'il va y avoir de la circulation. Si on est dans un film qui se passe dans le monde réel et tout ça. Vous dites voilà, on est dans une ville, plein jour, voilà, tac, on se doute qu'il va y avoir des véhicules, donc il n'y a pas besoin, par exemple, de l'ancien de mettre, bah tac, il y a des bruits, des moteurs de voiture et tout ça, tout autour du personnage. Mais si il y a un son qui n'est pas habituel, et ben là, par exemple, il faut le mettre. Par exemple, si d'un coup, boum, il y a une sirène de police qui s'active, bah tac, là, on peut le rajouter. Le fait qu'il n'ait pas de son peut être à rajouter dans le scénario, parce que ça peut être inquiétant dans le cadre d'une ville de ne pas avoir du tout de bruit. Et il est également important de décrire les sons intradiégétiques, notamment pour la musique.
puisqu'il y a les sons intradiégétiques et extradiégétiques. Donc les sons extradiégétiques, en gros, ce sont les sons euh, qui sont rajoutés hors film. Par exemple, toutes les musiques que les monteurs y rajoutent pour donner de la sensation sur une scène où un personnage va mourir, enfin de l'émotion, pour donner un peu de peps sur une scène d'action, ça ce sont des sons extradiégétiques parce que ça ne fait pas partie du film. Par contre, il y a les sons intradiégétiques, par exemple un réveil, si on écoute de la musique à la radio ou des choses comme ça, là ce sont des sons intradiégétiques puisqu'elles font partie du film, ce sont des choses que le personnage écoute. Par exemple, dans Les Gardiens de la Galaxie, les musiques qu'écoute Peter Quill avec son lecteur cassette, ce sont des sons intradiégétiques, parce que les sons que nous on entend sont les sons qu'écoute réellement le personnage à ce moment-là. Ou comme les sons dans également Baby Driver. Donc voilà, il faut faire la nuance entre les deux, mais du coup les sons intradiégétiques sont également rajoutés dans le scénario. Bon, je suis désolé, vous allez avoir un changement de qualité de son d'un coup. Je viens de me rendre compte au bout de 15 minutes de vidéo que j'avais oublié de brancher, enfin de rebrancher mon micro. Euh, du coup, bon, c'est pas très grave, mais voilà, je pense que vous allez le sentir. Mais César, il est chiant ce chat. Du coup, on va passer au dialogue. Du coup, le dialogue qui est écrit par le scénariste, puisque à la base c'est quand même partie de son travail, mais parfois, comme je l'ai dit plus tôt, peut être fait par les dialoguistes qui sont des spécialistes dans l'écriture du dialogue. Du coup, le dialogue, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce que dit le personnage. Et ça peut être associé avec des didascalies dans le sens où les didascalies vont permettre à l'acteur de connaître les intentions de son personnage et notamment à qui il s'adresse. Ce qui est quand même assez important quand il y a plusieurs personnages dans une même scène. Au sein du dialogue en lui-même, il y a des éléments qui peuvent être écrits en majuscules, donc ça c'est important, puisque ces éléments donnent également des indications à l'acteur. Par exemple, si des mots sont écrits en majuscules, ça lui montre que ces mots-là sont très importants dans la phrase ou que ces mots sont censés être criés. Du coup, on les met en majuscule et hop, tu sais que là, c'est un moment où tu dois crier. Voilà, au lieu de mettre entre parenthèses crier, voilà, tu le mets en majuscule, la personne elle comprend direct. Et il est également précisé lorsqu'un personnage parle en voix off, donc normalement pareil, c'est un truc entre parenthèses, et puis ça nous dit voilà, voix d'un personnage extérieur ou quoi que ce soit. Donc voilà. Du coup, la structure d'un scénario peut prendre notamment trois formes. La première, c'est que le scénario soit en trois étapes. Donc, soit la scène d'exposition, la scène d'action, après un élément déclencheur, bien entendu, et la conclusion de l'action. Ces trois étapes possèdent d'autres noms en fonction des auteurs, donc je vais vous les donner rapidement. Il y a la. Alors, je vous les donne dans les ordres à chaque fois 1, 2, 3, donc ça revient aux 3 que j'ai donné avant. Hein. Donc, on a la protase, l'épitase et la catastrophe donnée par Yves Lavandier qui lui reprend les termes d'Aristote. On a l'ouverture, le développement et le final donné par Zéami. On a la naissance du conflit, le choc et le paroxysme et la conciliation. Non, naissance du conflit, choc et paroxysme, puis conciliation par Hegel, ou encore l'installation, la confrontation et la résolution par Sid ou Sudfield. Voilà. Et nous avons ensuite le schéma de Paul Larivaille, alors qui est le schéma que moi je préfère, ou du moins quand j'ai tendance à parler de scénario, c'est le schéma le plus proche de ce que je raconte, qui est un schéma assez proche quand même d'écriture de roman, qui a un schéma, en tout cas moi que je trouve beaucoup plus pratique à comprendre. Et du coup, ce schéma de Paul Larivaille se fait en 5 étapes. Du coup, on a la situation initiale, donc avec la découverte du personnage principal et tout ça. Ensuite, on a les complications avec l'élément perturbateur, donc il va pousser le héros à partir dans des aventures. Ensuite, on a l'action. Donc voilà l'action, ensuite la résolution qui est un peu le dénouement, hein, où on va résoudre l'action,
et on a la situation finale, donc il y a une sorte de conclusion. Voilà. Donc ça c'est la version en 5 étapes que moi je trouve beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus pratique en rajoutant... parce que globalement c'est à peu près la même chose que les autres, hein, c'est juste que là on rajoute 2 étapes pour rendre la chose un peu plus claire selon moi. Et ensuite la troisième forme c'est tout simplement l'absence de forme, ou du moins d'avoir des structures expérimentales qu'on retrouve notamment dans le cinéma expérimental et dont on ne parlera pas vraiment aujourd'hui. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le scénario utilise des archétypes, notamment à travers les personnages. Voilà, il n'y a pas que... en même temps, c'est logique, parce que comme beaucoup de scénarios sont des scénarios adaptés, forcément, dans la littérature et tout, on a souvent également tendance à utiliser des archétypes. Donc forcément, le scénario a tendance également à reprendre pas mal d'archétypes qu'on trouve dans la majorité des films. Et on va en reprendre certains. Forcément on a le héros, donc qui est souvent un personnage un peu naïf qui va découvrir tout un monde et va avoir un gros développement de personnage. Alors ça c'est souvent dans la fantasy et tout ça. On a souvent le mentor qui est un personnage assez vieux qui va conseiller et entraîner le héros. Voilà, on peut retrouver ça notamment dans les mangas, dans la littérature telle que Harry Potter, Seigneur des Anneaux avec des Gandalf et Dumbledore, enfin bref. On a également le méchant, qui est l'incarnation du mal, qui va se retrouver à un moment donné en conflit avec le héros. Ou des fois on veut déjà au héros avant même que celui-ci connaisse l'existence du méchant, notamment Harry Potter, Voldemort. On a ce qu'ils appellent le trickster. Le trickster, en gros, c'est un personnage un peu farceur qui va provoquer des catastrophes, ou notamment va détendre l'atmosphère après une scène d'action, et ce dernier va plus agir par intuition ou instinct, et du coup provoquer ces sortes de farces. Ça fait un peu penser notamment à Pipin dans Le Seigneur des Anneaux, qui va par exemple à la Moria créer une catastrophe juste parce qu'il était très curieux, son instinct l'a poussé à aller vers le cadavre, enfin le sort de cadavre là, qui était au bord du puits, ce qui va mener à une énorme catastrophe. Ça me fait penser aussi à Ant-Man dans l'univers Marvel, Scott Lang qui est un peu con, mais qui agit d'instinct et qui fait quand même pas mal de petites catastrophes. Mais voilà, c'est un peu ce genre de personnage. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'épreuve ultime, donc ça c'est la confrontation finale entre le héros et le méchant. On retrouve également d'autres termes tels que le protagoniste, donc le protagoniste qui va désigner le héros ou le anti-héros, comme on a avec des personnages comme Deadpool. Ou encore on a deux mots très similaires mais qui ne désignent pas spécialement la même chose, bien que dans le sens c'est à peu près proche, mais vous allez voir, c'est l'antagoniste et l'antagonisme, parce que c'est pas la même chose. L'antagoniste, c'est l'ennemi du protagoniste. Donc, protagoniste, c'est le héros, l'antagoniste, c'est le méchant. Et l'antagonisme, c'est également un ennemi du héros, mais sous forme, par exemple, de catastrophe naturelle. Par exemple, si vous regardez un film catastrophe avec une tornade, avec, je sais pas, un tsunami, des conneries comme ça, et par exemple, dans un film de tornade, la tornade, ça va être l'antagonisme. Parce que d'un côté, c'est l'ennemi, c'est la chose à laquelle on doit survivre, même si en même temps, une tornade, c'est pas non plus méchant, ça n'a pas de sentiment, enfin, c'est quelque chose d'inanimé, voilà. Donc, par exemple, dans ce genre de film, on parle plus d'antagonisme que d'antagoniste. Voilà, ce sont deux synonymes, mais qui ne désignent pas réellement la même chose. Dans le principe, ça reste entre guillemets un ennemi du héros, sauf qu'il y en a un qui a quand même des émotions, une pensée propre à lui-même, tandis que l'autre est plus du genre catastrophe naturelle ou ce genre d'adversaire. Comme on l'a dit vers l'introduction, le scénario est également un scénario adapté. Du coup, le scénario adapté va, dans la majorité des cas, reprendre une œuvre littéraire sous forme de scénario. Et à nouveau, je rajoute ma patte sur la description qui avait été donnée où je l'ai prise, c'est que du coup, le scénario peut également être une adaptation d'un remake
enfin d'un autre film sous forme de remake du coup, ou d'un jeu vidéo. Et du coup, le scénario adapté est souvent peu reconnu par les lecteurs du roman de base, par exemple quand on prend un roman. Tout simplement parce qu'encore une fois, la façon dont on veut raconter les choses est totalement différente. Puisque dans un roman, on va surtout s'intéresser à la narration du personnage, à la psychologie du personnage. On va aussi travailler une certaine forme de poésie, ça dépend des auteurs. Mais voilà, on est sur une œuvre écrite où on raconte l'histoire de quelqu'un. Là où le scénario, lui, je vais pas dire qu'il s'en fiche, ou de sa manière, il met tout ça de côté, parce que lui, le scénario, il reprend les éléments importants de l'histoire sous forme d'images et de sons. Le scénario, il n'est pas là à nouveau pour montrer les pensées du personnage, la psychologie du personnage, pour montrer absolument Poudlard, je sais pas si c'est Harry Potter, dans tous ses détails et tout ça. Non, il y a déjà un roman qui est fait pour ça, le scénario n'est pas là pour juste refaire le roman, il est là pour reprendre les éléments importants sous forme d'images et de sons à nouveau pour que l'équipe technique puisse travailler correctement sur le film. Donc on va terminer sur la mise en page d'un scénario. Alors je vais essayer de vous trouver une photo qui soit bien, avec un maximum de détails que je vais présenter. Donc pour un scénario, il y a notamment la page de garde qui doit afficher le titre du projet en gros au milieu avec les noms et coordonnées des scénaristes et du réalisateur s'il y en a un, parce que ça peut arriver des fois que des scénarios soient écrits alors qu'il n'y a toujours pas de réalisateur sur le projet, ou ça arrive des fois que des films soient commencés à écrire et puis que le réalisateur s'en aille et puis qu'on en ait un nouveau. C'est ce qui est arrivé avec le Hobbit, où au début ça devait être Guillermo del Toro, le réalisateur, puis que finalement il s'est barré parce qu'il en avait marre qu'on se foute de sa gueule. Enfin que les producteurs se foutent de sa gueule surtout, hein, qui l'ont laissé poireauter des mois et des mois en Nouvelle-Zélande sans faire avancer le projet, donc au bout d'un moment il a fait vas-y moi j'ai une famille, je me casse. Bref, ce sont des choses qui arrivent. Ou on peut penser à Scream 7, où les producteurs pensaient déjà à faire ce 7ème film et qu'au final ils ont viré Melissa Barrera, qui a eu un effet boule de neige puisque Jenna Ortega a quitté le projet, le réalisateur a quitté le projet, donc on se retrouve avec un film qui a peut-être un scénario qui commence à s'écrire ou qui est déjà écrit, mais où il n'y a plus de réalisateur. Donc c'est pour ça que je précise tout ça. La police d'écriture est une police d'écriture assez classique, hein, c'est du Tab New Roman ou Courrier New, avec une taille variant entre 12 et 14, et on a un interligne par défaut en fonction du traitement de texte que tu utilises. Si c'est du interligne en 1, ça reste en 1, si c'est du 1,5, c'est 1,5, enfin bref, ça dépend. Les titres de séquences doivent être écrits en majuscules et donner certaines indications comme la spatialisation, donc extérieur, intérieur, le lieu du tournage et notamment des aides concernant le temps et la lumière tels que jour, nuit, des choses comme ça. Les didascalies doivent décrire l'essentiel de ce qui se passe pour la séquence. Le nom des personnages doivent être centrés et écrits en majuscules. Les dialogues doivent être en retrait à gauche et d'au moins 30 cm à droite. Alors ça j'ai pas trop compris mais c'était marqué donc je le partage. Moi quand j'ai écrit des scénarios au lycée c'était pas aussi compliqué que ça, il y avait vraiment toutes les règles quand même, il y a quand même beaucoup. Mais c'est vrai que par exemple l'alignement des dialogues, par exemple, enfin le retrait et tout, ça je m'en souviens pas, en même temps ça remonte à plus de 10 ans. Lorsqu'un scénario crie, cela doit apparaître en majuscule. Les éléments aidant l'acteur, donc le ton, la gestuelle, tout ça, doit apparaître en italique et entre parenthèses. Il y a le numéro de page qui lui se retrouve en haut. En général, quand on écrit des documents, on met le numéro de page en bas. Là, dans ce cadre-là, ça se met en haut. Il peut aussi y avoir des indications de transition d'une scène à une autre. Et il y a également les types de séquences, comme par exemple est-ce qu'on est dans un flashback ou pas. Donc tout ça, hein, on l'a déjà plus ou moins dit tout au cours de la vidéo, c'est un peu une sorte de recap, mais en même temps c'est tout ce qui est plaqué sur une page d'un scénario. Et surtout, tout cela
est censé respecter une règle dont on a parlé précédemment, si vous avez tout écouté, c'est qu'il y a un temps par page à peu près. C'est-à-dire que normalement, quand tu écris une page de scénario, une page est censée correspondre à peu près à 1 minute sur le film total. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un scénario de 100 pages et que vous avez absolument respecté toutes les règles du scénario, bah techniquement votre film il dure 100 minutes, donc à peu près 1h40. Voilà. C'est à peu près ça. Après forcément il y a des variantes, si vous êtes sur une page il y a beaucoup de dialogue, forcément la séquence de la page va durer un peu moins d'1 minute. Si c'est des choses un peu plus lentes, par exemple sur un film d'horreur où il faut passer son temps juste à regarder ce qui se passe et tout, là ça peut-être durer un peu plus d'1 minute, et encore. Enfin bref, en fonction de si en plus la personne parle beaucoup ou parle peu, bref, peut y avoir plein d'éléments, mais en tout cas, une page de scénario est censée correspondre à peu près à 1 minute. C'est pour ça qu'on peut pas faire des tonnes de descriptions, parce que ça casserait ce rythme des 1 minute. On peut pas non plus faire que du dialogue parce que c'est pas une pièce de théâtre. Bref, il faut vraiment une structure particulière pour à peu près respecter ce truc des 1 minute. Voilà. Donc la vidéo est maintenant terminée. J'espère que je vous aurai éclairé un peu plus sur ce qu'est un scénario. Voilà. Moi ça fait très longtemps que j'avais pas bossé sur un scénario, ça remonte à quand j'étais au lycée. Mais ça m'a fait plaisir de revoir un peu, lire des choses sur les scénarios, un peu comment c'était, tout ça. Donc j'espère que vous en aurez appris quelques petits trucs, hein. Après en soi, ça peut être un peu plus compliqué, hein, comme après moi maintenant je travaille dans les langues, mais enfin j'étudie les langues et je vois que en fonction des théoriciens, on peut vite dire oui non mais pour moi c'est plus ça et pour moi c'est plus ça. Je suis sûr que des théoriciens des scénarios ça doit être la même chose, il y en a qui vont rajouter des trucs à droite à gauche qui font casse-couille, mais dans la globalité c'est à peu près ça. Voilà, pour faire simple. On n'est pas là pour non plus se compliquer la vie, hein. Mes vidéos sont faites pour expliquer les choses simplement, et j'espère que ça aura marché. Je suis désolé pour mon chat là qui a foutu le bordel pendant une partie de la vidéo. Bon, toute petite partie, hein, mais bon, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé non plus. Et sinon, bah voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.